Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Mode de vie. Avec la première vague de froid qu'on a eue au Québec, de plus en plus de personnes, de plus en plus d'achalandage de personnes, de réfugiés qui ont cherché des refuges sans abri, des hommes, mais aussi des femmes. Et le besoin se faisait de plus en plus grandissant avec le temps. Et j'ai avec moi, pour vous en parler, Madame Florence Porte, qui connaît très bien le sujet. Alors, bonjour Florence. Bonjour. Alors, voici, on sait que c'est un besoin de plus en plus grandissant chez les femmes qui cherchent des refuges et puis tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça augmente avec les années chez les femmes? On va dire que la situation est effectivement inquiétante dans la mesure où, quand la mission Albury a décidé d'ouvrir son premier refuge pour femmes en 1998, c'était pour répondre à une demande de plus en plus importante. Historiquement, on prenait soin et on accueillait des hommes et il est apparu comme une évidence qu'il fallait offrir des services à des femmes qui se retrouvaient sur la rue et qui n'avaient pas suffisamment de ressources pour trouver un abri. L'histoire au Québec a fait qu'on a ouvert des lieux d'accueil pour les femmes, des lieux d'accueil pour des femmes violentées, et on aurait un peu parfois oublié la pauvreté, la maladie mentale, toutes sortes de raisons qui font que une dame, une jeune femme ou une vieille femme se retrouve à la rue par accident. Donc il fallait proposer un service et pouvoir accueillir ces personnes. Moi, personnellement, j'ai décidé de m'impliquer auprès des itinérants il y a quelques années. J'ai été journaliste pendant très longtemps et il y a un moment donné où on a envie de prendre part à un projet collectif, faire quelque chose qui n'est pas forcément pour soi et donc collaborer à sa mesure à changer les choses. Donc quand j'ai décidé de changer de vie professionnelle, j'ai travaillé d'abord à l'accueil Bono. Ensuite, je suis partie en Nouvelle-Zélande où j'ai travaillé dans une maison de désintoxication. Et quand je suis revenue à Montréal, il y a 2 ans, j'ai frappé à la porte de la mission. C'était pour moi comme une évidence. C'est un refuge qui s'occupe des hommes, qui s'occupe des femmes et qui offre une multitude de services. Et j'avais envie de collaborer à cette équipe-là. Donc, j'ai travaillé au sein de l'organisme. Et il y a quelques mois, donc, on m'a confié la responsabilité et la direction de Pavillon Patricia Mackenzie, qui est donc spécialisée dans l'accueil des femmes itinérantes. Ce qui fait qu'avec l'expérience que tu as eue, ça t'a ouvert les yeux sur un besoin de plus en plus grandissant dans l'itinérance chez les femmes. Tout à fait. En fait, une des grandes problématiques avec les femmes, c'est qu'elles sont expertes dans l'art de cacher qu'elles sont itinérantes. Elles développent toutes sortes d'habitudes, de routines quotidiennes qui fait que vous les croisez, mais vous ne faites pas attention. Peu nombreuses sont celles qui répondent aux clichés classiques d'une dame qui vit dans la rue. Il y a toutes sortes de femmes qui viennent frapper à la porte des de pavillons. toutes les classes, oui. Je dirais de tous les milieux, non, pas forcément. On n'arrive pas à la rue comme ça, mais comment dirais-je, quand on est dans une situation très confortable, on ne tombe pas directement dans la rue. Ça peut arriver, il y a des accidents de parcours, mais quand je dis qu'elles sont nombreuses à ne pas ressembler aux clichés, c'est que même une femme qui vit une situation de pauvreté, de maladie mentale, va faire en sorte que ça ne se voit pas. Va développer toutes sortes de réflexes, d'habitudes pour gérer sa journée, pour trouver des solutions à ces problèmes. Et elles sont plus rares à tendre la main. Ça peut être une dépression, un chagrin d'amour, je ne sais pas, une dépression. Oui, ça peut être une des raisons. Un burn-out. Exactement, ça peut être d'ordre professionnel, familial, affectif. Il y a toutes sortes de raisons qui font que la roue tourne, pas dans le bon sens.
Mais d'une manière générale, on ne peut pas faire un portrait homogène des femmes de la rue. Il y a des femmes qui cumulent des problématiques de pauvreté, de maladie, d'éclatement du réseau familial. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'à un moment donné, on perd la clé de chez soi. C'est jamais un hasard, mais il y a toutes sortes de raisons. C'est assez difficile de faire le portrait typique d'une femme itinérante. En général, il y a plusieurs raisons. Évidemment, on ne peut pas oublier les problèmes d'addiction qui sont reliés souvent à l'itinérance. Est-ce qu'on on vient à la rue parce qu'on a un problème d'addiction ou est-ce que parce qu'on est dans la rue, on on développe des addictions? Ça, c'est une grande question. Mais en tous les cas, ça fait partie du paysage et ça fait partie de la réalité de certaines de ces femmes. Mais le pavillon en tant que tel, le pavillon Mackenzie, quel est son but? Parce qu'il y a beaucoup de refuges. Mais le pavillon Mackenzie, c'est quoi son but exactement? Le pavillon Patricia Mackenzie, c'est le plus grand refuge au Canada, le plus grand refuge pour femmes. Donc la vocation, c'est un accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'on ne trie pas les personnes. On ouvre la porte et on essaie de comprendre la problématique pour guider et accompagner les gens, soit vers d'autres ressources du réseau, soit au sein de nos services en interne, à la mission des projets qu'on a développés. Donc c'est avant tout un accueil inconditionnel et c'est ça notre spécialité, c'est qu'on n'en a pas. C'est-à-dire qu'on accueille toutes et chacune selon leurs besoins. Alors évidemment, on accueille des femmes en situation d'urgence ponctuelle, on accueille des femmes qui ont choisi un mode de vie et parce qu'on vit dans la société... Ça peut exister aussi, quelqu'un qui a choisi d'être comme ça. Et ce n'est pas pour idéaliser, hein, ce n'est pas un choix tout rose, mais quand on est habitué à développer une certaine routine, à trouver de l'aide et à chercher des ressources au sein du réseau, il y a certaines femmes qui s'installent dans un mode de vie. Et nous, un de nos objectifs, c'est de briser cette routine, de faire en sorte que ça ne devienne pas naturel, qu'il y ait d'autres alternatives et que même si ça fait 5 ans, 10 ans, que c'est un mode de vie, de pouvoir changer cette façon de voir les choses. Si je m'abuse, il y a au moins 11 refuges à Montréal. On peut en nommer, mais il y a un pavillon Mackenzie, mais il y a d'autres refuges. Maintenant, ça prouve que c'est un besoin grandissant. On est obligé de toujours trouver des nouveaux refuges chez les femmes aussi. Hein? Des refuges, des solutions d'hébergement, des logements. On travaille pas toujours de la même manière, mais toujours en partenariat. On travaille avec les personnes du réseau La Rue des Femmes, le Chénon, la Maison Marguerite, le Y des Femmes, l'Auberge Madeleine. On travaille ensemble. En collaboration. Tout à fait. On connaît les personnes, on se réfère les personnes. Si on n'a plus de place, on réfère des personnes dans d'autres lieux. En général, c'est plutôt les autres d'ailleurs qui nous réfèrent des personnes parce qu'on a cette capacité en nombre d'accueil plus important. Nous, on a 44 places en refuge de nuit et on a jusqu'à 30 places dans des programmes de résidence. Donc ça fait de nous un lieu où il y a 75 femmes qui peuvent vivre à chaque jour dans le bâtiment, dans le pavillon. Donc c'est sûr que ça fait une ressource importante. Mais on travaille en partenariat avec tout le monde, bien sûr. Maintenant, le profil des femmes est-il le même que celui des hommes qui sont itinérants? Comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours difficile de dresser le portrait précis des itinérants, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ce que, par expérience personnelle, et ce qu'on a constaté au sein de l'équipe, c'est que, comme je vous le disais, les femmes cherchent à masquer leur situation, beaucoup plus que les hommes. Ça, c'est un élément important parce que ça change notre approche des choses, ça change aussi la façon dont on peut venir en aide à quelqu'un. Il y a, je pense, plus une part de déni chez les femmes qu'on voit moins chez les hommes. Un homme ne va pas chercher midi à 14h, il vit une situation difficile, de pauvreté, d'addiction, de rupture familiale. Il le dit, il a des besoins, il les exprime, puis c'est comme ça. Je trouve que chez les femmes, c'est beaucoup plus complexe. On est dans le déni, on masque, on contourne le problème, on essaie
de se débrouiller toute seule pendant longtemps. On a plus de mal à demander de l'aide et à s'exposer soi-même. Donc ça rend parfois les choses plus délicates et il y a beaucoup de choses qui sont vécues de l'intérieur chez les femmes. C'est un phénomène social aussi. Là. Ça peut être aussi un phénomène social que les femmes se sont mises à travailler. Donc aujourd'hui, quand il y a une crise sociale, économique, elles en sont victimes au même titre que les hommes. Autrefois, elles l'étaient également, mais au sein de leur foyer. Aujourd'hui, si elles sont en charge leur famille, parce qu'elles sont responsables monoparentales, évidemment, quand il n'y a plus de travail, c'est la crise tout de suite. Il n'y a pas le soutien d'un conjoint. Il y a aussi le fait que les réseaux familiaux sont plus explosés. Monoparental aussi, voilà. tout ça. Puis on ne vit plus les uns avec les autres, on ne vit plus avec les parents, les grands-parents. Voilà. Donc c'est un petit peu du chacun pour soi. On doit tous s'en sortir soi-même. Donc quand il y a un petit caillou dans l'engrenage, ben c'est plus un phénomène occidental, je pense, parce que le fait de respecter les personnes âgées, dans les pays orientaux, on garde nos grands-parents et tout ça. Je donne un exemple. Tandis que dans les pays occidentaux, il y a plus d'itinérance, il y a plus de... Je crois que chez nous, on cache moins la pauvreté. Je veux dire, d'abord parce que elle est... en tout cas, la pauvreté des femmes, elle est pas masquée. Il n'y a aucun gouvernement qui essaye de masquer. Il y a des gens qui essayent de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer le problème, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Mais peut-être dans d'autres cultures, on n'expose pas... Ça dépend des cultures, des valeurs. Ouais. Il y a un tas de facteurs, je pense, Ouais. qui amènent à ça. Maintenant... c'est ça, on dit que certains n'aiment pas les règles des refuges et préfèrent trouver d'autres endroits pour dormir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi, ça dépend de quoi? Mais je crois que c'est évident pour personne. Dormir dans un refuge, c'est être contraint à des règles de vie en collectivité. Donc ça ne correspond pas à tout le monde. Tout le monde sait que ce n'est pas facile d'être pauvre, mais on n'imagine pas que aller vivre dans un refuge, c'est partager les bruits, toutes sortes de choses. C'est de vivre en collectivité. De vivre en collectivité, de devoir répondre à des contraintes. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut. On essaye toujours, nous, au pavillon Patricia Mackenzie, l'idée, c'est d'accueillir les gens dans la dignité. C'est-à-dire offrir pas seulement le gîte, mais l'écoute, le respect de chaque personne qui se présente chez nous. Mais évidemment, dormir dans un refuge et dans un dortoir avec 43 autres femmes, c'est pas évident. On a chaud, on a froid, on a envie de se lever, c'est pas le moment. On a envie de parler, on aurait envie d'un café, mais c'est pas l'heure. Donc oui, c'est contraignant. Oui, c'est difficile. L'hygiène doit être exigée quand même. Pardon? L'hygiène doit être exigée, surtout dans des dortoirs ou la propreté. C'est exigé, c'est pas seulement pour... évidemment, il y a des objectifs de salubrité qui sont importants. Comme chez les hommes, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Mais c'est aussi une façon de reprendre le contrôle sur soi-même, prendre soin de son corps, être capable de se regarder, sentir bon, c'est forcément se sentir mieux. Mais c'est pas toujours facile pour certaines. Non, c'est pas toujours facile, mais on est quand même... on est loin de certains refuges dans des pays européens où on a des douches collectives. Là, on est quand même... les personnes ont accès à des douches individuelles. On leur fournit ce qu'il faut, du savon, une serviette. Ah bon. Ça prend le temps que ça prend. Et puis ensuite, les gens... on préserve l'intimité des personnes. Donc, c'est pas évident, c'est pas accepté de tous, mais c'est, en tous les cas, c'est mais ça devrait exigé. Pas être facile que certains, comme chez les hommes d'ailleurs, certaines personnes qui sont sous l'influence de l'alcool ou la toxicomanie, par exemple, essayer de les raisonner. Qu'est-ce que vous faites avec eux autres? Ils arrivent là à la porte
et puis sont sous l'effet d'une substance ou de l'alcool ou tout ça. Ben, quelqu'un qui est en état de consommation avancée, on ne va pas travailler sur le terrain de la raison. Je veux dire, on travaille surtout sur la sécurité de la personne et des autres personnes de l'entourage. Donc, si quelqu'un est en état d'ébriété avancée, on ne peut pas l'intégrer dans le groupe. Donc, on lui demande d'aller faire un tour, de dégriser un petit peu et de revenir après. Pour l'hiver, on travaille en collaboration avec l'Agence des services sociaux de la ville de Montréal. Ah, c'est bon, ça. OK. Et la ville de Montréal. Ouais. Et on a mis en place un service qui s'appelle le Répit, qu'on a ouvert depuis la mi-décembre et qu'on fermera seulement le 15 mai prochain, où justement on a 2 chambres qui sont attitrées à des personnes en état de consommation avancée ou bien des personnes qui ont été exclues des autres refuges, y compris le nôtre. C'est-à-dire qu'on a une intervenante qui prend en charge au maximum 2 personnes. Donc elle a le privilège de pouvoir veiller de manière rapprochée sur ces personnes. Ça veut dire offrir un service personnalisé et dire, bon voilà, ici, ce n'est pas un service de luxe, c'est juste un service d'assistance à personne en danger de dernier recours. C'est-à-dire parce qu'on ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose sur la rue, parce que tu es dans un état d'ébriété, on t'accueille chez nous dans ce service spécialisé. Tu as un service privilégié avec la supervision d'une intervenante qui va prendre en charge qui va te prendre en charge pour le reste de la journée ou de la nuit. Okay. Et ensuite, la personne, elle est réintégrée dans le réseau des hébergements réguliers. C'est de profiter de cet instant de dégrisement et de permettre à la personne tout simplement de ne pas mourir dans la rue. Ben, c'est ça. Alors, mais est-ce qu'il y a une solution avec le temps pour l'itinérance? OK, il y a les hommes, autant pour les femmes aussi. Avec le temps, ou si ça va toujours demander de plus en plus de refuges, ou s'il y a une solution à ça. Je ne suis pas devin, mais ce que nous, on peut constater, c'est effectivement que la situation augmente chaque fois qu'on vit ou on traverse des sociétés de crise économique et sociale. Donc, est-ce que la société dans laquelle on vit va changer? Ça nous appartient à tous de le déterminer, de le savoir. Maintenant, il y a de plus en plus de demandes parce qu'il y a un fossé entre les personnes qui est grandissant. Il y a effectivement le nombre de personnes avec des conditions précaires qui augmente. Mais comme on est dans une société démocratique et d'assistance sociale dans toute sa noblesse. Oui. Je veux dire, on ne laisse pas les gens sur le bas-côté. Donc, on développe des initiatives comme la nôtre et comme d'autres pour venir en aide à ces gens-là. Il y a aussi une dimension qui est personnelle. Les accidents de parcours, de la vie personnelle des gens, la société ne pourra jamais rien y changer. Mais sauf que nous, on met en place un filet pour pas que ces gens-là se retrouvent sans rien. Donc oui, il y a 1001 façons d'améliorer les choses. Est-ce qu'on va pouvoir changer les choses du jour au lendemain? Je n'y crois pas. C'est que les familles sont de plus en plus fragmentées. Il n'y a plus de solidité dans une famille. Alors, les gens sont plus fragiles. Ils demeurent, à un moment donné, ils tombent seuls, j'imagine. C'est la société, en fait, qui... Parce qu'autrefois, les familles étaient se tenaient plus ensemble, et tout ça, mais à cause du travail, il y a un tas de facteurs, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de facteurs. C'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'il y a une responsabilité de la part de la société, mais comment dirais-je, les gens... je pense qu'il y avait des gens malheureux autrefois aussi. Donc oui, la famille, le réseau communautaire, dans le sens la communauté du quartier, du village, c'est une forme de filet, mais ça ne règle pas tout. Donc, le rejet aussi, rejet des familles et puis tout ça. Alors, ils n'ont pas de modèle. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas de modèle, ils n'ont pas des... Et puis, j'imagine que l'influence aussi, il y a beaucoup de choses. Oui, toutes sortes de facteurs. L'influence, c'est peut-être plus au niveau de l'adolescence et des jeunes adultes. Oui, qui commencent, oui, c'est ça. Mais bien sûr, tout à chacun, on peut se faire influencer dans notre vie, pour le meilleur ou pour le pire. Oui, parce je pense qu'on peut tous être fragiles. On peut aussi bien être invulnérable puis devenir vulnérable, j'imagine.
Mais je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ne sont pas indifférents à la condition des personnes itinérantes. C'est que chacun, on se rend compte que ça peut arriver à plusieurs personnes. On a une cousine, on a un Exactement. ami, on a quelqu'un de loin qu'on connaît puis qui est tombé, comme on en connaît tous, qui est tombé à un moment donné, comme j'en connais, bon, qui sont tombés dans l'itinérance à un moment donné, paf, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alors sûr. souvent, ça remonte dans l'enfance aussi, j'ai l'impression. Il y a toutes sortes Il y a d'explications, beaucoup de Mais je de ne veux pas facteurs. commencer, ouais. Mais on a une émission à Radio-Canada, Les Naufragés des villes, qui a fait prendre les gens, prendre conscience aux gens pour savoir ce qui se passait. Il y avait un aperçu de la Old Brewery Mission, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce que tu penses que est-ce que ça peut aider à prendre, c'est-tu bon cette émission-là, est-ce que ça peut aider les gens à prendre conscience de plus en plus de ce phénomène-là, les naufragés des villes? Je ne sais pas si ça peut aider les gens à prendre conscience des choses, mais en tous les cas, ça porte un éclairage. Je veux dire, souvent, les personnes itinérantes, on les voit dans la rue, ou Oui. bien on voit les bâtiments dans lesquels ils sont accueillis, mais les portes sont fermées. Donc, je pense que c'est ça qui peut être intéressant, c'est qu'à un moment donné, des projets comme celui-là ouvrent les portes sur les lieux qui sont accessibles aux personnes itinérantes. Ça leur donne aussi la parole. On se rend compte que ces gens-là ne sont pas juste des gens qui boivent toute la journée, ce n'est pas juste des gens qui sont en proie à la maladie mentale grave, même si ça arrive. C'est des personnes qui traversent un mauvais moment de leur existence, qui est plus ou moins court. Mais si ça peut aussi permettre aux gens de regarder l'autre d'une autre manière, de se dire... beaucoup d'itinérants souffrent du fait de l'indifférence. Je veux dire, c'est pas rare si vous donnez pas une pièce à un itinérant, mais que vous lui rendez un sourire, que ça change aussi sa journée. C'est pas l'indifférence, c'est quelque chose de terrible Oui, c'est terrible. pour les personnes qui ont plus de contact avec la famille, qui finalement finissent par faire la ligne pour un repas, qui finissent par faire la ligne pour avoir des services sociaux. Je veux dire, n'ont pas l'occasion de développer des vraies relations. Donc oui, si les gens pouvaient regarder ces personnes de manière plus humaine, plus ordinaire. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on positif. voit, je vois de plus en plus d'itinérants ou d'itinérants qui ont été abusés, c'est-à-dire qui ont des abus d'alcool ou par la toxicomanie. Il y en a qui sont sous l'influence de la drogue, j'en vois beaucoup, beaucoup. Et puis la drogue les amène à l'itinérance. Le jeu, le gambling les amène à l'itinérance. Ça, c'est des phénomènes de plus en plus grandissants, la drogue puis le gambling, toutes ces choses-là. Oui. Alors, est-ce que si on leur donne quoi que ce soit, on se dit, bien, ils vont peut-être manger, mais souvent, ils vont se servir de ça pour prendre des stupéfiants, des choses comme ça, parce qu'ils ont besoin de s'évader. Je les comprends d'une sens, ils ont besoin de s'évader, mais d'un autre sens, est-ce qu'on les aide à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est une question difficile dans le sens où ça appartient à chacun de prendre une décision. C'est souvent très spontané. Je veux dire, quelqu'un tend la main et demande une pièce. On met soit la main à la poche ou on se dit qu'il y a suffisamment de services à Montréal pour manger à sa faim. C'est vrai, il y a toutes sortes de lieux où on peut obtenir un repas assez facilement. Maintenant, on ne peut pas enlever la spontanéité au simple citoyen. Je veux dire, c'est un geste très humain. Oui. Des fois, on réfléchit. Sans réfléchir, on donne, on est content de donner à Frobin ce qu'elle voudra. C'est comme ça, je pense qu'il faut se dire. Mais c'est vrai que je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas la bonne action ou la mauvaise action. Je pense que ça appartient à chacun. De temps en temps, on peut comprendre que
on peut espérer que le dollar qu'on donne à quelqu'un, c'est pour aller prendre un café chaud dans un endroit sans qu'on soit obligé de le quitter. Ça peut être aussi pour compléter une certaine somme pour s'acheter une nouvelle paire de running. Ça peut être... Et oui, et puis des fois, oui, certainement, ça contribue à payer une dose de drogue ou un verre de trop. Mais je veux dire, c'est ça, c'est pour ça, laissons les gens... On peut l'aider à partager un repas peut-être aussi. Au ben non, il y a des cartes repas Ouais. Mais ça, c'est pareil, ça demande... Enfin, on ne s'implique pas comme ça, on n'arrête pas sa vie d'une minute à l'autre en se disant, mais je vais aller manger, je vais prendre mon lunch avec l'itinérant qui est sur le coin de la rue. C'est un petit peu compliqué. Oui, absolument. Maintenant, j'en arrive avec... il y a un nouveau pavillon pour les femmes qui sortent de l'itinérance. Donc, Lise Wattier a collaboré à ce projet-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? On dit que c'est de la fondation Lise Wattier, mais ce n'est pas elle qui a fondé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Au cours des différentes... au fur et à mesure du temps, quand on a travaillé auprès des itinérants et des femmes et des hommes, on a essayé de trouver des solutions à plus ou moins moyen terme et long terme. Nous, on travaille en urgence et on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. Il fallait développer des projets à plus long terme. Donc, on a réfléchi à des solutions de logements sociaux. On a ouvert pour les hommes un pavillon qui s'appelle Marcel et Jean Coutu. Donc, ce sont des studios à loyer modique qui sont habités par des hommes. Et on a développé un projet pour les femmes qui a ouvert ses portes au mois de juin dernier. Et on a travaillé pour ce projet avec la Fondation Lise Wattier parce que Madame Wattier avait envie de s'impliquer dans un projet auprès des femmes, que le projet a été développé dans le quartier Hochelaga, qui est le quartier de son enfance. Et donc, on a collaboré à ce niveau-là pour ce projet. Maintenant, malheureusement, le temps presse. Alors, j'aimerais vous demander quel message auriez-vous à donner face à l'ampleur de la situation et puis tout ça? Est-ce que vous auriez un message en particulier à donner à nos téléspectateurs? Je pense qu'aujourd'hui, on a développé un mode de vie, une société dans laquelle on cherche tous à chacun à s'épanouir et que parfois, il nous est arrivé d'oublier le sens de la fraternité. On parle beaucoup de liberté individuelle. La fraternité, c'est une valeur qui est extrêmement importante à mes yeux et je pense que c'est une valeur qu'on partage au sein de la mission et que ça motive nos actions de chaque jour. Donc si on pouvait développer et se souvenir que c'est une valeur fondamentale, ça permettrait à la fois de voir les gens différemment et à la fois d'agir de manière plus concrète. Alors, voilà, le message est fait. Alors, merci de vous être déplacé pour nous un peu donner un aperçu sur l'itinérance chez les femmes et pour nous donner une plus grande visibilité là-dessus. Alors, merci beaucoup. sur ce, à la prochaine et portez-vous bien.